En 6 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a littéralement cramé la caisse. Après le Covid et sa politique aussi liberticide qu'exorbitante, vous payez à présent cash l'incurie de nos dirigeants dans le secteur énergétique. Les amis d'Emmanuel Macron ont fait entrer la France dans un marché européen pour détruire notre compétitivité. Ils vous ont fait ensuite payer des éoliennes polluantes et fabriquées en Chine pour fournir à peine 6% de notre énergie. Et cerise sur le gâteau, ces fous de Bruxelles ont ensuite édicté des sanctions délirantes contre les énergies russes, sans résultat pour la paix, mais en nous privant de gaz et donc d'électricité à prix abordable. Toute honte bue, ces lumières ont ensuite menacé les Français de coupures d'électricité s'ils ne faisaient pas preuve de sobriété énergétique. Et pour couronner le tout, alors que le pays sombre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a trouvé le temps de publier un roman au relent pornographique, le tout salué par la presse du système à la botte du pouvoir. Ils sont indécents, ils mentent et ils se paient notre tête. Avec ces pieds nickelés toxiques, les artisans crèvent, les entreprises ferment et la facture d'électricité de TVL a quant à elle été multipliée par 6. Cette clique met en péril notre survie et ces liens que nous avons tissés depuis 10 ans ensemble. Grâce à son indépendance, grâce à vous, TVL incarne pourtant l'alternative à l'information suffocante des médias du système. En finançant TVL, vous participez activement au contre-pouvoir, alors aidez-nous, financez TVL et soyez acteurs du changement. Je compte sur vous. Bonjour, je suis avec Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Donc un spécialiste de la finance. On rajoute quelque chose, un peu de promo La revue de presse internationale financière sur quotidien.com, voilà, jovanovic.com. Exactement. Voilà, c'est bien. Ouais. Bon, on va parler aujourd'hui de Madoff. Donc c'est tout un programme. Madoff sous-titré Le monstre de la finance par Netflix. Donc c'est une série Netflix, une série documentaire. En général, les séries documentaires sont plutôt pas mal faites. Je trouve que les séries ont tendance à être très woke chez eux, etc. Mais les séries documentaires et les films documentaires sont en général de bonne facture et sans trop de concessions. On l'avait fait ensemble avec Epstein, oui. Ça avait très bien marché, vous pouvez la regarder, elle est toujours d'actualité, elle est très bonne. Alors il est sous-titré donc l'histoire d'un sociopathe de la finance et Netflix ajoute le mal à l'état pur. Est-ce que Netflix en fait un peu trop ? Ouais, un petit peu, mais je trouve que l'affiche du film enfin de la série est absolument remarquable. Oui. C'est vrai que le serpent en forme de graphique, on va le voir derrière nous, c'est sublimement fait. Oui, il faut rendre hommage à Netflix justement pour cette série qui explique très bien, bon, avec beaucoup de retard, faut le dire, avec quasiment 15 ans de retard, mais il n'empêche que effectivement. Madoff aujourd'hui est avec le recul justement, c'est un miroir de ce qui se passe en ce moment dans le milieu bancaire, dans le milieu financier, notamment avec l'explosion du Crédit Suisse. Qu'on avait annoncé, nous, ici, en septembre de l'année dernière sur TVL, l'explosion de toutes les banques américaines, alors qu'on nous avait annoncé l'explosion de la Russie, économique. Résultat des courses, la Russie se porte très bien, et ça se passe plutôt aux États-Unis, en Occident. Voilà. Et c'est du grand Madoff. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette affaire, de mon point de vue, c'est-à-dire que tout a été focalisé sur Madoff. Les médias ont tenté de le rendre responsable de tout, alors qu'en fait, c'est un ponziste comme un autre. Voilà, on en a eu d'autres, on va le voir. Ouais. La série est intéressante
Et aujourd'hui, on voit que nous sommes dans un système Ponzi totalement gigantesque. Oui, bien sûr. Mais totalement gigantesque. Oui. Mais à une échelle, on l'a vu avec la chute du Crédit Suisse. Hein. Oui, ça, on va le voir juste après. Hein. Oui. On va parler du bonhomme d'abord. Bon, très court, c'est un type pas très intéressant. Et ce qui est à noter, c'est qu'il est très transparent, quoi. Hein. On peut dire ça. Il n'est pas spécialement brillant. Il n'a pas fait d'études du tout. C'est quelqu'un qui dit avoir inventé le trading sur ordinateur. Bon, en fait... il a été les premiers à acheter les systèmes de trading, enfin, je veux dire, d'avoir les cours en temps réel, et de pouvoir acheter, vendre, etc. Voilà, ça, il faut lui reconnaître. Il est devenu l'un des patrons du Nasdaq, ce qui est quand même pas rien. Donc, ça veut dire qu'il était validé depuis toutes ces années par ses pairs, comme on dit. Il n'empêche qu'il menait effectivement une double vie. Et du point de vue... c'est très intéressant. Vous disiez tout à l'heure qu'il était bipolaire. J'avais oublié ce détail, mais on peut être effectivement bipolaire quand vous... Moi, Netflix dit qu'il est bipolaire. Moi, je veux bien le croire. Parce que pendant 20 ans, vous menez une opération Ponzi et vous ne pouvez le dire à personne. Donc, vous avez dans votre tête, vous savez que tout ce que vous faites est faux, mais que le public et tout le monde, y compris votre famille, pense que tout est vrai. Alors, c'est un Mozart de la pyramide de Ponzi. Alors, on va rappeler en deux mots. Alors, Mozart, c'est peut-être pas le bon, je dirais Wagner, Rachmaninoff. Ah oui, du lourd, c'est ça. Oui. Ou alors, pour ceux qui aiment le rock, Captain Beefheart. Oui, je pense que ça, Captain Beefheart, du métal. Ça collerait mieux, oui, tout à fait. Ouais. AC/DC, ouais. D'accord, donc c'est le ACDC, du Ponzi, ouais. Du Ponzi, donc, alors, allons-y, très rapidement, Ponzi, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne savent pas. Alors, Ponzi, ça vient d'un Italien qui était aux États-Unis et qui... de mémoire, je crois qu'en fait, c'était sur des timbres à l'époque. Hein. Ils vendaient des timbres postes. Hein, voilà. Et des timbres postes qui augmentaient en valeur et ainsi de suite. Ouais. Et donc, en fait, ils n'achetaient jamais les timbres, mais ils prenaient l'argent des gens et puis ils rémunéraient les gens précédents avec l'argent des nouveaux. Ça. Voilà, bon. C'est un système... Il y avait des petites pyramides de Ponzi qui tournaient dans les années 70, mais vraiment des petits trucs. Hein. On recevait une lettre et puis il était marqué voici une lettre, il faut mettre avec cette lettre 10 francs, et puis si vous mettez 10 francs et que vous envoyez à 10 personnes, vous recevrez tant des gens, mais si vous ne renvoyez pas la lettre avec 10 francs à 10 personnes, alors vous allez se sombrer dans la folie, devenir fou, et puis être malade, être mangé par un chien. Enfin, c'est ça. Bon, c'est un peu ça la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire qu'en réalité, si je l'explique assez bien, on met de l'argent, les nouveaux entrants payent les rentes des anciens entrants. Voilà, il y a un système Ponzi qui est normal, Tupperware. Oui. Voilà. Aujourd'hui, qui est en train de faire faillite, hein, les pauvres. Mais enfin bon, c'était pas une escroquerie, Tupperware, c'était des vrais produits. À la différence entre Madoff, c'est que lui, et c'est ce que les enquêteurs ont découvert, c'est qu'en fait, pendant 20 ans, il n'a jamais acheté une seule action. C'est ça, voilà. C'est tout à fait incroyable. Alors, c'est là où il n'a jamais acheté une seule action. Non, mais attendez, Arnaud, je sais pas si vous réalisez. Bien sûr. L'énergie, le savoir-faire à déployer en termes de comptabilité, d'écriture, juste pour... C'est encore pire que si vous achetiez les actions, en fait. Et ça, c'est justement le point suivant. Vous allez nous expliquer... c'est une merveilleuse mécanique qu'il a mis en route. Hein. Oui. Il y a un 19e étage d'un immeuble et un 17e étage. Un 19e étage qui est rutilant, qui est beau, où on reçoit les clients, etc., et un 17e qui est occulte avec des comptabilités privées, et c'est là que officie une société de conseil. Alors, est-ce que vous nous décrivez un petit peu le processus Alors, tout à fait. Oui, vous pouvez le faire, parce qu'il y a deux processus, et c'est quasiment deux équipes qui ne se rencontraient jamais. Jamais. Hein, on est d'accord. On est d'accord. C'est incroyable. Alors, ces enfants, ces fils travaillent au 19e et ne sont pas au courant des activités délictuelles du 17e étage. Alors que ceux qui sont au 17e le savent tous parfaitement. On est d'accord. C'est ça, voilà. Donc... Alors, ça implique des faux bordereaux.
qui sont imprimés sur des enceintes à picot, vous savez, les enceintes avec les bandes et les perforées. Oui, c'est là. les anciennes imprimantes matricielles. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà du laser et l'imprimante laser rapide. Non, là, c'est vraiment de la matricielle avec des bordereaux qu'on envoie aux clients. Et puis, les clients sont persuadés d'avoir acheté des actions, fait des bénéfices, puisque les bordereaux le montrent. Alors, tout ça est fabriqué au 17e étage. Il y a un informaticien un peu clé là-bas. Alors, il n'y a que des gens médiocres, en fait. Hein. Il ne s'entoure que de gens médiocres qu'il paye très cher. Alors, très, très cher. Hein. Son bras droit est un bras droit est un ancien pompiste. Enfin bon, c'est donc que des gens qu'il paye très cher pour s'assurer la fidélité. Et que le FBI a été obligé de recruter parce qu'eux-mêmes ne comprennent rien. Ouais, c'est ça. Ils nous ont dit, bon, on te promet que tu ne seras pas condamné, mais là, tu nous aides à comprendre ce qui se passe et à remonter toute la filière. C'est ça. Voilà, parce qu'ils étaient complètement perdus. Voilà. Il y a un informaticien qui monte des clones de sites officiels de trading, hein, donc ce qui fait que les clients qui sont au 19e croient voir le véritable site du Nasdaq ou de je ne sais quoi, et puis se retrouvent en fait devant des fakes, complètement des faux, des sites travestis. Mais Arnaud, vous savez à quoi ça me fait penser? Oui. Ça me fait penser, vous savez, à ces génies faussaires de tableaux qui sont capables. Ils ont du talent quand même, parce que là, il faut savoir peindre. Oui, mais là, attends, il faut avoir du talent quand même pour tenir. Ouais, c'est vrai. Il avait quand même 56 milliards. Oui, c'est vrai. 56 milliards, excusez du peu. 56 milliards. Attends, moi j'ai pris des notes, j'ai sorti des notes de la revue de presse des archives. Bernard, alors 56 milliards, si on place ce montant dans le contexte des déficits commerciaux annuels des pays, il dépasse. Madoff a dépassé la Turquie et la Grande-Bretagne. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. L'Australie, par exemple, avait 57 milliards de dollars de déficit. Madoff pilotait un Ponzi de 56 milliards. Alors vous dites 56, moi j'ai 64. Oh bah ça va peut-être augmenter entre-temps, c'est possible parce que ils ont... Enfin ça oui, ça c'est un papier qui date du 5 janvier 2009, donc entre-temps... Ça a monté un petit peu là. Ah bah j'étais au fait de l'actualité, moi. C'est vrai, attention. Vrai, voilà, donc oui, ils ont retrouvé 10 milliards de plus, c'est quand même incroyable. Et on voit un truc assez incroyable, toujours dans cette organisation, la série montre bien, au 17e étage, si un bonhomme du 19e demande à avoir ce qu'on appelle le relevé de compte, hein, qui est un espèce de relevé un peu officiel des sessions d'actions. Et s'il demande là, en temps réel, en bas, au 17e, il fabrique des faux relevés avec du papier. Et comme le papier est chaud parce qu'il sort de l'imprimante, ils le mettent au réfrigérateur en ayant auparavant mis des taches dessus et piétiné avec les pieds pour le vieillir. Et puis après, on monte un truc avec des trucs de faux billets, tu le sais. C'est celui qui fabriquait des faux billets. Il mettait ça dans un mixeur avec du sable et des cendres pour le vieillir. Et comme les faussaires de tableaux anciens qui justement prenaient des toiles neuves et qui les passaient au chalumeau avec un peu de distance pour que ça craquelle dans tous les sens. Vous voyez, non mais c'est le faussaire quoi. C'est le faussaire moderne. Vous savez, dans la série, il y a je crois que c'est un policier du FBI qui a sorti un truc très intéressant puisque la série s'appelle les serial killers. Là, c'est un serial killer financier. C'est-à-dire, il disait que avec les serial killers, la police se retrouve tout de suite avec les cadavres. Alors qu'avec un serial killer financier, les cadavres arrivent après. Parce que vous avez tout un tas de gens qui se suicident les uns après les autres, qui se jettent d'un pont, qui se noient, qui avalent des cachets, enfin bon, parce qu'ils sont ruinés, ils n'ont plus rien, nada, c'est fini. Ils pensaient avoir 20 millions et ils n'ont plus rien du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ça a été des drames absolument... vous voyez, j'ai tout ça là, d'infos, je ne sais pas si on aura l'occasion de tout traiter, mais tout le monde y est passé, hein, du Vatican en passant par Elie Wiesel, des prix Nobel, la BNP, le CIC, la Société Générale, enfin bon, tout le monde y est passé. Et vous savez pourquoi Madoff ? Parce qu'il faut quand même qu'on l'explique. C'est-à-dire que Madoff proposait du 12%. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige...
C'est ça qui est bien, mais en même temps, c'est ça qui va le piéger aussi un petit peu. Bon, il y a un truc qui est intéressant à voir, et on va le voir justement. Au départ, son affaire elle est assez modeste, 440 millions, enfin modeste à l'échelle Madoff. Hein, donc, oui. Et il a un contrôle de la SEC, qui est l'organisme la SEC, oui. Hein, qui est l'organisme de contrôle des marchés. Et en fait, il réussit à passer au travers comme ça. Parce que déjà, il avait, je crois que sa sœur était mariée à quelqu'un de la SEC. Ah. De mémoire, ça ils le disent pas. Non, ils le disent pas, c'est important. Tiens, si je l'ai. Oui, c'est bien. Attention, j'ai l'info. Le gendarme de la bourse donc a été averti du fait que Madoff faisait de la cavalerie de genre longtemps à l'avance, hein. Longtemps. Ouais. Voilà. Mais une employée de la SEC, donc Genevièvette Walker Lightfoot, avait même envoyé en 2004 une série de mails à son patron Eric Swanson pour lui dire qu'il fallait déclencher tout de suite une enquête sur Madoff. Mais Swanson a épousé la nièce de Madoff, a révélé la presse américaine. Non mais c'est drôle. Oui, c'est drôle. Oui. Donc on comprend mieux pourquoi la SEC... voilà. Non mais ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Ils ont été nuls, ça a été une catastrophe. Alors, vous disiez tout à l'heure que le rendement était de 12%, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Exactement. C'est toujours 12%. C'est un peu aussi ce qui va éveiller l'attention sur lui, parce que en 2000, c'est la bulle Internet. Hein, donc, la bulle Internet avec peut-être le passage à l'an 2000 France Télécom, Wanadoo, qui terrorisait tout le monde parce que tout était codé sur 2 chiffres pour les années et qu'on allait passer avec 2000 et que 001 était supérieur, était inférieur et supérieur en même temps. Voilà. Bon. Donc en 2000, c'est la bulle Internet, tout le monde plonge, la bourse plonge, pas lui. Donc là, ça aurait pu attirer l'attention. Et ça avait déjà attiré l'attention en se disant, ce n'est pas possible. Et c'est là qu'intervient un mathématicien qui dépose une requête qui prouve la fraude et qui est par A plus B, un mathématicien donc, hein, par des formules mathématiques. Hein, et la SEC va rejeter comme ça en bloc, va même pas regarder l'étude et va la rejeter en bloc. Le sentiment que ça donne, si vous voulez, notamment, non seulement, bien entendu, à travers cette série, mais à travers maintenant cette revue de presse et avec la distance, c'est qu'en fait, ils ont laissé faire volontairement. Et je veux dire pourquoi. Parce qu'on a une autre preuve contraire, grâce à une autre affaire, Epstein. Epstein. C'est aujourd'hui la JP Morgan est au cœur du cyclone médiatique avec l'affaire Epstein parce que comment dire, la banque voyait exactement tous les virements d'Epstein. Mais Madoff lui-même avait un compte à la JP Morgan et tous ses comptes, d'ailleurs le principal compte, étaient là des milliards, des milliards. Et effectivement, eux voyaient d'emblée que c'était une arnaque. Voilà. Mais ils n'ont rien fait pour la simple bonne raison, c'est que les milliards qui étaient déposés sur le compte rapportaient quand même également quelques centaines de millions à la JP Morgan et que Madoff les payait grassement. Moi, je rappelle que la JP Morgan a été... Alors, elle n'a pas été condamnée, mais les victimes de Madoff ont fait un procès à la JP Morgan pour négligence et elle a été obligée de payer 2 milliards. Enfin, elle n'a pas reconnu, hein, comme vous savez, comme on fait avec comme font les Américains. On ne reconnaît rien, on est innocent, mais on vous file 2 milliards pour vous fermer votre bouche. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais la JP Morgan a laissé faire. La SEC a laissé faire. Donc il y avait une volonté de laisser faire. C'est ce qui est complètement dingue dans cette affaire. C'est comme Enron, hein. Enron, Madoff, même combat. Vous voyez ? Oui, très bien. C'est ça qui est incroyable. C'est même quelque part hautement suspect dans le sens où, comment dire, Madoff gérait, si vous voulez, des centaines de millions, des milliards de la communauté juive. Ça, on y vient après. D'accord. Moi, il y a un point qui m'intéresse dans ce que vous dites et qu'on voit bien dans la série, c'est qu'au fond, il n'y a pas une réglementation assez sérieuse de ces conseillers en investissement. Un commissaire-priseur doit passer une maîtrise de droit et doit faire l'école du Louvre. Enfin, c'est un double cursus quand même assez fort pour faire des ventes aux enchères d'œuvres. Et pour certifier les tableaux. Pour certifier les tableaux, d'accord. Ça ne les a pas empêchés. Bien sûr, d'accord.
valider des tableaux qui étaient faits il y a 2 jours. La profession est réglementée. Là, on a affaire à des gens c'est pas une profession réglementée, donc un pompiste peut le faire, quoi, hein, en clair. Et puis, il peut même gérer des milliards. À un moment, 7 milliards, il n'a même pas d'immatriculation de sa société en tant que conseil en investissement. Ce qui est quand même un peu limite. Ça prouve bien que la profession n'est pas organisée au sens où nous l'entendons nous, en Europe. En tout cas, j'ai un peu l'impression, non ? Bah, écoutez, en tout cas, ça n'a pas empêché même ceux qui ont tous les diplômes en France hein, et en Europe de s'être fait avoir magistralement par Madoff. Tiens, je vous donne une liste très vite fait de ceux qui se sont fait avoir. Ah oui, alors restez assis. Je suis assis. Restez assis. Alors, BNP, 350 millions. Voilà. Natixis, France, 450 millions. AXA, 100 millions. Société Générale, 10 millions. Ensuite, Nomura Bank, 280 millions. Royal Bank of Scotland, 400. Reichmuth Matterhorn 300, BBVA 30 millions, Unicredit 75, Neue Privat 3 millions. Et alors là, on rentre dans les... Là, c'est les banques. Hein. Là, on rentre dans les... Attention. Là, c'est les grands gestionnaires de fortune. Hein. C'est ceux qui sont Bac plus 20, qui sont censés voir... voilà. Alors, Fix Asset Management, 250 millions. Man, 230. Pioneer Alternative Investment, 190. Maximum, ils sont perdus à Maximum, c'est le cas de le dire. 170 millions. AIM, 150. Korea Life Insurance, oui, l'assurance vie coréenne, 30 millions. Benedict, Hench, Fairfield, etc., etc. HSBC, 1 milliard. Là, on rentre dans le, dans le dur. Tremont, alors Tremont, c'est très connu, 3 milliards. Oui. Fairfield Greenwich Group, 6 milliards. 6 milliards, je ne sais pas si... Fortis, que la BNP va être obligée de racheter, hein, parce que Fortis, c'est BNP. Oui. Vous savez combien ils sont ? 1 milliard. Ah, ça va. 1 milliard pour une petite banque belge. Oui, je plaisante. Santander, 2 milliards. Kingate, 2 milliards. Ascot, 1,5. Et Access, 1,1. Union bancaire privée suisse, 700 millions. Voilà. Donc ça, c'était la liste que je donnais au 16 décembre 2008. Je pense que depuis, mais c'était déjà du sérieux. Ouais. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont même pas fait leur travail de vérification. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire pourquoi il a eu tant de succès. Parce que les autres banques qui mettaient tout chez Madoff, en fait, Madoff leur promettait du 12 et eux, ils disaient à leurs clients, on vous donne du 5. Donc, ils prenaient la différence. Ils se mettaient la différence dans leur poche. Voilà pourquoi il a eu tant de succès. Et Madoff lui-même le dit bien dans sa petite interview. Oui. It's only greed. Oui. It's only greed. Hein, c'est seule l'avidité, seule l'avidité les a poussés. Parce qu'un truc qui rapporte du 12 régulièrement, ça n'existe pas. Enfin, surtout, ça n'existe pas. C'est pas possible. Mais à la base, il y a quand même chez le bonhomme, c'est là où il est à la fois fade et en même temps brillant. Il n'est pas brillant dans le sens où c'est un grand orateur, etc. Mais il est quand même, il a une stratégie commerciale qui est bonne. Ça, c'est remarquable. Il rembourse toujours. Oui. Quand quelqu'un demande du pognon, il rembourse toujours pour éviter le run, ce qu'on appelle le run. Hein. Exactement. Deuxième chose qui est aussi, il donnait l'impression que il refusait les clients. Parce qu'il pensait que s'il refusait les clients, il crée une stimulation. C'est ça. C'est le Racing Club de France au Bois de Boulogne. C'est ça. Il crée une simulation et en fait, il donnait l'impression à ceux qui donnaient l'argent qu'il leur faisait une grâce. Exactement. C'est une grande faveur. Et fermez-la. Ne demandez rien. Déjà, vous êtes avec moi. C'est déjà bien. Et si le type pose trop de questions parce que effectivement les bordereaux sont un peu sommaires, il menace de reprendre de lâcher le bonhomme et finalement les gens s'écrasent parce que c'est tellement merveilleux. Non, mais en plus, il en a viré de mémoire. Il en a viré de quelques-uns. Alors, tiens, justement, moi, j'ai pour vous, regardez, ça date du 29 décembre 2008, donc c'est vraiment à la fin de l'année. Alors, on apprend que... Alors, il avait comme bras droit, un Français d'ailleurs, René Thierry Magon de
Villehuchet. A pris de lui présenter la totalité de l'aristocratie européenne qui va Exactement. investir chez lui. Mais surtout qu'il est allé à Monte-Carlo. Et donc, alors ensuite, tiens, je vous donne. Alors, il payait des apporteurs d'affaires qui recrutaient à Monte-Carlo, Gstaad, Courchevel, Cortina, Cannes, etc. Ce qui explique pourquoi les noms du prince Michael de Yougoslavie et de Philippe Junot, ex-mari de Caroline de Monaco, apparaissent dans l'affaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est eux qui servaient de rabatteur, a priori. Voilà. C'est pour ça le scandale Madoff, c'est point de vue image du monde, quoi. C'est assez surréaliste, quoi. C'est vraiment... Non, mais on avait des ordres religieux, je veux dire, et surtout, toute la communauté juive a été décimée. Alors, c'est justement c'est incroyable. Parce qu'on a vu des trucs, du coup, invraisemblables dans alors, justement, sa stratégie, elle est quand même pas mal, parce que il part du principe que, étant juif lui-même, il va pouvoir aller dans des clubs. Il va dans un club qui est fréquenté. Alors, il y a une double question. Il est dans un club fréquenté par des juifs. Donc, il pense que, en fait, les juifs vont penser qu'il ne peut pas les escroquer, puisqu'il est de la communauté. Exactement. Donc ça, évidemment, ça prouve deux choses, qu'il est astucieux et aussi qu'il a aucun scrupule vis-à-vis de sa communauté. Ce qui corrobore ces témoignages, quand on le voit témoigner, il est... à la fois, il reconnaît les choses comme si elles étaient banales, mais il avait un sorte de dédoublement de personnalité, parce qu'il parlait de lui à la troisième personne. Comme un tueur en série qui n'est pas conscient de ce qu'il a fait. Exactement, comme un tueur en série. Qui n'est pas conscient de l'ampleur de son crime. Cette émission est tout à fait logique, bien sûr. avec le titre et avec le sujet. Alors tiens, je vous donne un exemple. La deuxième des questions que je vous pose là-dessus, qui me paraît un peu bizarre, parce que ça se passe dans les années 80, et là, on dit que aux États-Unis, les Juifs n'étaient pas tolérés dans les clubs. Il y avait juste un club qui tolérait les Juifs. Alors ça me paraît quand même très bizarre qu'une minorité importante soit rejetée des clubs. Moi, ça m'a paru très très bizarre. Non, franchement non. Oui. Alors, tenez, par exemple, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé. La synagogue UP, c'est sans doute une des synagogues les plus puissantes de New York, en l'occurrence, donc celle de la 5e avenue. Attends, vous savez combien ils avaient ? 2 milliards de dollars. Oui, c'est bien. C'est beaucoup, hein. C'est pas les petites sœurs des riches de la place Victor Hugo. Non, non, petites sœurs des pauvres. Oui, je l'appelle petites sœurs des riches. Elles sont dans le 16e. Hein, c'est vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais attends, le pape avec ses petites quêtes peut aller se rhabiller. Hein. Il faut dire que le président de la synagogue de la 5e avenue recrutait des clients pour lui. C'est-à-dire que non seulement ça, donc il gérait la synagogue de la 5e avenue, mais en plus, le rabbin recrutait des clients pour Madoff. Oui, oui. Ça, la série le montre bien aussi. Oui. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est vrai. Elie Wiesel, je ne sais plus combien il avait perdu. Tiens, le comité olympique international, association à but non lucratif, il avait quand même 400 millions chez lui. Moi, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que toutes ces associations à but non lucratif, soi-disant pour les pauvres, manifestement, l'argent ne sont... en fait, c'est un prétexte, parce qu'ils ont tout mis chez Madoff. Oui. Voilà. Il y a l'histoire de... vous savez, de ce Français qui avait donné 7 milliards... Ah tiens, je l'ai là. Regardez. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Je dis oui, mais c'est non. Un monsieur Albert, alors on n'a pas son nom, qui a offert 7 millions de dollars au Hadassah. Alors Hadassah, c'est une association féministe juive, blabla. Donc il leur a donné 7 millions, donc c'est défalcable de ses impôts. Hein, oui, bien sûr. En France, hein, voilà. À condition que l'argent soit managé par Madoff à New York. Wow. Si vous donnez 10 000 euros aux petites sœurs des riches, hein, les sœurs de Bethléem, en l'occurrence place Victor Hugo, vous n'allez pas dire à la supérieure, sœur Priscille, je vous donne ces 10 000 euros à condition que vous les placiez en SICAV chez LCL. Oui, c'est vrai. Oui, ça pue l'arnaque, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Vous lui donnez cet argent, qu'elle le distribue à ses pauvres. Voilà. Non, avec Madoff et les associations caritatives juives, il y a un autre... Attends, il y a les sénateurs français. La caisse de retraite des sénateurs français
Alors eux, c'était bon. Ils ont mis un petit pied dans l'eau. 300 000 euros, bon, c'est pas grand-chose. Hein, voilà. Donc il y a vraiment des banquiers suisses. L'Union bancaire privée, la banque Benedict Hensch, la Notz, la Stucki, ils ont perdu 7 milliards de dollars parce qu'ils ont voulu croire que Madoff réussissait à faire ce que eux, banquiers, n'ont jamais fait. Mais ces gens sont stupides, c'est quoi le truc? Enfin, je comprends pas. Vous me suivez? Oui, très bien. Très bien. C'est incroyable, quoi. Il y a quelque chose qui colle pas. Mais en fait, c'est l'avidité qui les a tués. Oui, même les banquiers. Ce qui prouve que un banquier avide est un banquier stupide. Voilà. C'est aussi simple que ça pour arnaquer autant de grands financiers. HSBC, regardez, quand HSBC vendait du Madoff. Voilà. Et c'était dans l'expansion, tu vois. C'est un fonds qui est fermé normalement. Le client, ah oui, et crac, il est ferré. Oui, mais on vous ouvre la porte. Nous, HSBC, on peut vous... Voilà. Non, mais c'est quand même incroyable, quoi. Alors, on va s'intéresser maintenant à la chute. La série... La chute du film ou de Madoff? Ah bah la chute de Madoff, quoi. Hein, la chute de Madoff. C'est aussi la chute de la série. De la série, c'est vrai, oui, bien sûr. Donc, la série est très complète, hein, précisons à nos spectateurs. Vrai, oui. Vraiment, c'est très très bien fait. Même si toutes les infos que vous avez là ne sont pas dedans, mais il y en a des milliers d'autres qui, elles, sont dedans. Enfin bon, bref, c'est vraiment très bien fait. On assiste à une montée en puissance et comment l'avidité... Ouais, non mais c'est vrai. L'avidité tue les gens. Voilà. Oui. Moi, je me souviens du cas de quelqu'un qui n'a jamais été au restaurant, qui n'a jamais acheté de vêtements, qui économisait, qui avait tout mis chez Madoff, qui avait tout perdu. Voilà. Vous voyez, parfois il y a un côté La Fontaine là, vous voyez, entre la cigale et la fourmi. Celui qui gère bien, de toute façon, sait qu'il doit diversifier ses placements. Bien sûr, mais tout mettre chez Madoff, comme tout, enfin bon, c'est vrai. Mais l'avidité les a tout fait mettre chez Madoff. C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est fou. Oui. Alors donc bref, la fin arrive avec la crise de 2008 qui provoque un run et donc les gens veulent récupérer leur argent. Évidemment, l'argent n'est plus là puisque l'explosion de Wall Street de 29 septembre 2008. Voilà, exactement. Fête de tous les archanges et des anges. Oui, précisons-le. Bah oui. Et alors ça va moins 777,7. Bam, le casino a volé dans les airs. Et 3 mois octobre-novembre, 3 mois plus tard, Madoff vole dans les airs. Ouais. Voilà. Alors, il y a une série de gens qui vont mourir. Il y a un de ses fils qui se suicide. Il y a le Français Thierry Magon de Villuchet. De Villuchet qui, lui, c'est pareil... il va se suicider également. Tiens, j'en ai un autre là. J'ai Monsieur Foxton, 65 ans, ancien officier. Il s'est mis une balle dans la tête après avoir découvert. Alors, c'est en anglais. 1 million de livres sterling. Ouais. Bon. Et alors, il y avait des investisseurs qui avaient compris l'arnaque et qui faisaient chanter Bernie Madoff. Pickoware. Et qui sont morts noyés dans leur piscine. Alors, Pickoware. C'est ça, voilà. Alors, ils ne le faisaient pas chanter, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils se sont suicidés ou on les a suicidés? Je pense qu'on l'a suicidé. Je pense son fils quand même, non? Non, mais je pense qu'on l'a suicidé pour d'autres raisons. En tout cas, les Pickoware, le couple Pickoware a gagné des fortunes grâce à Madoff. Oui. Beaucoup plus, et même s'ils ont été obligés de rendre une partie de l'argent. Précisons que Pickoware avait fait fortune dans le médical et les instruments médicaux. Il avait des brevets, etc. Mais il est mort opportunément. Franchement, très opportunément. Très opportunément. Alors justement, Netflix, c'est assez rigolo parce que ils évoquent, mais tous ces morts, donc ils le cachent pas, quoi. Mais ils disent pas que ce sont des morts suspectes parce qu'il doit y avoir un problème de droit et à mon avis, il faut attention. Il faut attention. Bien sûr. Voilà. Bon, je pense que c'est ça. Vous êtes comme moi. Oui, tout à fait. Mais non, il n'empêche que là, je veux dire, il y a eu quand même un certain nombre de suicides de personnes qui ont tout perdu du jour au lendemain. Oui, c'est sûr. Oui. Ou qui ont fait des tentatives, qui ont peut-être raté, peu importe. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de CNAV, donc les fonds de pension et les gens placent leur argent. Le nombre de fonds de pension, de retraite, de pompiers, de charpentiers en Angleterre, en Allemagne, partout, ils ont tous placé leur argent chez Madoff en attendant du 12% par an. Et résultat des courses, en fait, c'est eux qui ont payé. C'est quand même incroyable, quoi. Oui. C'est vraiment. Vous savez que Madoff, quand même, s'était installé à Cannes. Oui, c'est vrai. Il avait son bateau, son yacht, qui s'appelait Bulle. Vous savez quoi? Moi, j'aime beaucoup l'inconscient de Madoff, parce que dans son bureau,
il avait fait, il y avait une œuvre d'art, c'était une vis. Une vis géante. On le voit dans le film. Oui. Hein, vous vous souvenez de ça? Très bien, oui. Et en fait, to be screwed. Screw, c'est la vis en anglais, enfin, en américain. Et to be screwed, c'est se faire avoir, se faire baiser, entre guillemets. Voilà, c'est la traduction exacte. D'accord. Et Madoff avait dans son bureau une vis géante. Donc, tous les gens qui rentraient dans son bureau, en fait, ils avaient sous le nez le fait qu'ils allaient se faire avoir, qu'ils allaient se faire niquer la tête. Un disniquer, littéralement. C'était sous le nez, sous leur nez. C'est quand même incroyable. Alors, il faudrait maintenant établir une responsabilité. La responsabilité, c'est la SEC. La responsabilité, c'est la SEC, ça c'est clair. La SEC, effectivement, s'en est sortie. Alors j'ai mis de côté un truc sur la SEC pour vous, parce que c'était vraiment hyper drôle. Parce que normalement, il y a une transaction non fondée, une transaction non fondée de 10K, ça génère une fiche automatique qui est de fraude suspecte, quoi. Mais là, c'est des milliards et ça passe. Voilà, ça c'est le New York Post. Exactement, New York Post. Plus ça passe, quoi. Voilà, 8 janvier 2009. Donc c'est le New York Post qui l'a montré. Alors c'est une fille qui est diplômée de Yale. Donc attention, là, les commissaires aux comptes, experts comptables, bac plus 20, hein, c'est le sommet. Hein, voilà. Donc c'est elle qui a contrôlé les comptes de Madoff au nom de la SEC. Ouais. Elle s'appelait Megan Chung. Et elle se prenait très très au sérieux. Et alors... elle a déclaré qu'elle a passé 10 ans de sa vie à travailler dur et à construire méthodiquement sa carrière et sa réputation. C'est tout ce qu'elle a trouvé à dire aux journalistes. Mais le fait que quand elle, dans son boulot, je veux dire, elle n'a pas vu l'arnaque de Madoff, c'est quand même invraisemblable. Oui. C'est quand même incroyable. Et vous savez quoi? La SEC avait envoyé des stagiaires pour contrôler Madoff. Et les stagiaires, à la fin du contrôle, les stagiaires voulaient être embauchés par Madoff. Tellement il les a retournés. Vous vous rendez compte? Non, mais il était très très fort, ça, pour embrouiller les gens. Humainement, il était doué. Il était très doué, mais surtout il faisait des gros chèques. Hein, Sûrement aussi. Et alors, écoutez ce qu'elle a dit, la fille de la SEC aux journalistes de New York Post. Mais pourquoi me persécutez-vous? Pourquoi me rendez-vous responsable de l'écroulement de l'économie? Non, brillante comptable de Yale, personne ne vous rend responsable, c'est juste que vous n'avez pas fait votre boulot sérieusement. Passer à côté de 56 milliards en cavalerie, c'est quand même, faut le faire, quoi. Ouais. Ah non, mais vous vous rendez compte? C'est Enron, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de commissaires aux comptes qui ne voient rien. Ah, mais ils ne voient rien. C'est. Tiens, le Vatican. Le Vatican, ils ont perdu 2 millions. 2 millions de dollars. Oui. Pour le financement de l'école Sainte-Croix. Il y a l'ordre des rédemptistes américains aussi qui a perdu l'équivalent de 200 millions je vous le donne de mémoire. Hein, oui. Mais il était très protégé, hein, parce que juste même avant son arrestation, où on commençait à, il a quand même réussi à virer 1 milliard. Hein. Il n'a pas été protégé en prison, hein, là. Non, c'est avant, parce que n'oubliez pas, quand il a reconnu, ils l'ont pas mis en prison tout de suite. Hein. Oui. Il est resté chez lui dans son appartement pendant 2 mois, 3 mois avant son procès. Ouais. Donc, et là, vous aviez toutes les victimes qui venaient, jetez-les en prison, etc. Et alors, il y a eu c'est-à-dire que les Juifs sont devenus fous. Ceux qui ont perdu l'argent chez... Bien sûr. Et se sont mis à s'insulter entre eux. C'est-à-dire à se traiter de trucs antisémites entre eux. Oui. Parce que l'avocat de Madoff, c'était un Sorkin, et que les Sorkin ont été ruinés, mais le Sorkin, en tant qu'avocat, défendait Madoff. Oui. Et donc ça a semé la zizanie dans la communauté juive qui a perdu des milliards. Oui. Vous voyez l'idée, c'est ce qu'on parlait. Comme d'autres. Ouais, exactement, comme d'autres, bien entendu. Mais ça avait surpris la presse américaine. Oui, c'était le 11 mars 2009. C'est dans le New York Times. D'un juif à un autre, je regrette franchement que la famille Sorkin n'ait pas péri dans les camps nazis. Non mais... Oui. Comme quoi, ils sont aussi stupides que tous les... Oui, c'est vrai. Hein, voilà. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et pas une race pour rattraper l'autre. Oui. C'est clair. C'est clair. C'est quand même incroyable, quoi. Revenons à la série. Oui, et on va conclure. La série est absolument... Vraiment, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est réalisée par Joe Bellinger. Alors, c'est un forme documentaire, mais il y a des acteurs. C'est ça, oui. Ça repose sur du factuel, c'est-à-dire comme tous les articles ici. Et en fait, vous avez des passages donc, qui sont créés en studio. Ouais, hein, c'est ça. Et franchement, c'est très très bien. C'est vraiment très bien fait, je trouve. Moi, j'ai trouvé ça bien aussi. Vraiment remarquable. Oui. Voilà. Et c'est même presque anormal de la part de Netflix que ce soit bien.
Non, Netflix a fait un truc. Ils ont fait une. Oui. Alors, Il y a de tout. Alors, sur Netflix, là, par exemple, vous avez quelque chose sur les diamants. Oui. À Anvers. C'est un Madoff. Je l'ai pas vu. Non, je parle pas de la série. Je parle d'un documentaire. Alors, il me semble que c'est sur Netflix, qui montre bien l'escroquerie générale en ce moment dans le monde du diamant, entre les vrais diamants, entre ceux qu'on sort de terre, et les diamants synthétiques, qui coûtent 1000 fois moins. Mais en fait, en ce moment, dans toute l'industrie mélange. Il y a plus de diamants synthétiques, mais qu'on vous vend au prix du diamant soi-disant trouvé au fin fond du Botswana ou je sais pas où. Je vais la regarder. On me donnerait le titre tout à l'heure. Donc, bref, c'est une série qui est relativement bien faite. Il y a des petits trous d'information, mais pas très graves. Et puis, tout le monde n'a pas Jova sous sa main. Donc, voilà. Peut-être qu'on devrait passer une carte de visite là-bas à Netflix Californie. Je sais pas. Oui. Alors, juste avant de finir, parce que Madoff, il y a quand même des perles. On a déjà fini. Non, mais il y a une perle que je voulais partager avec vous. Regardez. D'accord. Là, c'est Mediapart en plus qui l'a sorti. Bon, là, c'est intéressant. À propos de la BNP qui a servi d'intermédiaire à des clients très fortunés pour investir dans des produits de Madoff. Outre la SICAV luxembourgeoise, le Luxalpha, la plus connue, d'autres fonds ont été utilisés, dont l'un, dénommé Groupement Financier, qui est basé dans le paradis fiscal des îles Vierges britanniques. Ah. Et l'enquête de Mediapart révèle que la Banque française aurait pu contrevenir à l'insu de ses clients aux règles de ce fonds, etc. En fait, ce qu'on a appris, si vous voulez, c'est que vous aviez des banques qui, même sans le dire à leurs clients, ont investi leur argent sans leur permission, donc, chez Madoff. Non, mais faut en rendre compte. Ces banquiers sont fous. À bientôt. À bientôt.